La musique du quatuor à cordes flottait doucement dans la salle de réception, une mélodie destinée à encadrer la joie, et non le conflit. Je me tenais près du bord de la piste de danse, une flûte de champagne à la main, quand je sentis une traction soudaine sur mon bras. La voix de ma mère, tendue et volontaire, traversa le brouhaha. « Céline, nous devons parler maintenant. » Avant que je puisse répondre, mon père était à ses côtés, sa main fermement agrippée à mon coude. Ils me guidèrent vers un coin de la salle, à l'écart de la foule, mais toujours à portée de regards curieux. Ma poitrine se serra. J'avais senti que ce moment arriverait toute la soirée, même si je me disais que je devenais paranoïaque. « Et Daniel et Heather méritent un vrai départ, » dit ma mère, son ton aussi lisse que de la porcelaine, mais acéré dessous. « Il est temps que tu fasses ce qui est juste. » Je regardai son visage, puis celui de mon père, en quête de clarté, mais il ne perdit pas de temps. « Donne-leur ton pantouse, » ordonna Gérald d'une voix plate. « Annonce-le ce soir comme leur cadeau de mariage. » Pendant un instant, les mots ne firent aucun effet. L'audace de la demande semblait surréaliste, comme si j'étais entré dans une pièce de théâtre où mes répliques avaient été échangées sans prévenir. « Ma maison, » murmurai-je doucement. « Ce n'est pas à vous de donner. »« Et tu n'en as pas besoin, » insista mon père, sa voix basse mais ferme. « Tu es célibataire. 3 chambres, 2 salles de bain. Tout cet espace pour une seule personne est égoïste. Ton frère a une famille à construire. » Autour de nous, les conversations se figèrent. Les invités remarquèrent notre regroupement dans ce coin. Mon refus était calme, mesuré. Non. J'ai travaillé pour cette maison. Elle est à moi. Le moment suivant se produisit dans un flou. La main de mon père se leva et me frappa au visage, le bruit claquant à travers la réception plus fort que la musique. Des exclamations parcoururent la salle. Ma joue brûlait, ma tête se tournant violemment sur le côté. Le silence qui suivit était plus lourd que le coup lui-même. 250 yeux étaient braqués sur nous, figés entre incrédulité et jugement. Je redressai ma colonne vertébrale, forçai ma voix à rester stable et murmurai pour que lui seul entende « Tu viens de me perdre ». Je posai mon verre sur une table proche et traversai la foule qui s'était écartée, chaque pas m'éloignant davantage de la vie à laquelle j'avais un jour supplié d'appartenir. J'avais appris tôt ce que signifiait être un bruit de fond dans ma propre maison. À Portland, la maison des Callaway tournait autour de Daniel, 3 ans plus jeune que moi et traité comme s'il portait l'héritage familial sur ses petites épaules. Mon père parlait de lui avec une fierté inépuisable, comme si Daniel était la réponse à tous les espoirs qu'il avait jamais nourris pour le nom de Callaway. On attendait de moi que je comprenne. Après tout, j'étais la fille. Un jour, je me marierais, changerais de nom et m'effacerais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Daniel, en revanche, était le fils qui maintiendrait la lignée intacte. Cette croyance façonnait chacune des décisions de mes parents. Quand Daniel ramenait à la maison un bulletin parsemé de B, il était affiché sur le réfrigérateur. Quand je rentrais avec des imparfaits et des rubans de première place de tournoi de débat, ma mère souriait poliment et demandait si j'avais pensé à mettre la table. Daniel rejoignait l'équipe de football, et mes parents lui achetaient des chaussures, des uniformes neufs et payaient des cours supplémentaires. Quand j'avais besoin de nouvelles chaussures de course, on me disait d'utiliser l'argent du babysitting. Le favoritisme n'était pas subtil. C'était une doctrine. La voix de mon père résonnait sur tous les terrains de football où Daniel jouait, encourageant jusqu'à s'en enrouer. Mes championnats de débat, mes compétitions d'athlétisme trop souvent manquées, excusées par des courses ou des priorités familiales. Au début, j'essayais encore plus fort. Je pensais que si je pouvais être parfaite, si je pouvais exceller sans contestation, ils me remarqueraient. Bourse, tableau d'honneur, activités extrascolaires, je les empilais comme des briques, espérant que la hauteur les obligerait à lever les yeux. Ils ne l'ont pas fait. Ce qu'ils voyaient, c'était une fille capable de se débrouiller seule et un fils qui avait toujours besoin de plus. Daniel devint leur centre, et moi l'ombre qui gravitait autour de lui. Pourtant, dans cette ombre, une détermination commença à croître silencieuse, constante, inébranlable. Si personne d'autre ne revendiquait ma valeur, je le ferais moi-même. Ce feu me porta à travers les années où je construirais ma propre vie, une vie qui n'avait jamais pensé que je méritais. L'université fut mon échappatoire, bien qu'à un prix. J'obtenais des bourses grâce à mes notes et compétitions, mais elles ne couvraient jamais tout. À la remise des diplômes, je portais sur mes épaules 40 000 $ de prêts étudiants. Mes parents me rappelaient souvent que j'avais de la chance d'être là, puisque toutes leurs économies étaient réservées pour l'avenir de Daniel. Je hochais la tête, avalais la douleur et payais mes propres factures. Lorsque j'ai pénétré dans le monde de la finance, je savais qu'il n'y aurait pas de raccourci.
Je prenais tous les projets que personne d'autre ne voulait, me portais volontaire pour les shifts de vacances, restais longtemps après que le bureau se soit vidé. Mes amis d'école postaient des photos de vacances à la plage et de week-end, tandis que je restais à mon bureau, les yeux embués de feuilles de calcul, m'accrochant à la croyance que ce travail acharné me mènerait quelque part où personne ne pourrait nier mes résultats. Des semaines de 80 heures devinrent ma norme. Les anniversaires étaient oubliés. Les relations se terminaient avant même de commencer. Mon corps souffrait du rythme, mais mon portefeuille grandissait. À 28 ans, j'étais devenue conseillère financière senior, l'une des plus jeunes du cabinet. Les clients me faisaient confiance non pas parce que j'étais charmante, mais parce que je livrais des résultats là où d'autres échouaient. À 30 ans, je signais les papiers pour l'achat de mon Penthouse au centre-ville de Seattle. 3 chambres, 2 salles de bain, des murs de verre ouvrant sur la vue de la Skyline et du Puget Sound. Le prix, 1,5 million, une somme qui m'aurait autrefois semblé inimaginable. La première nuit, debout dans le salon vide, les lumières de la ville se reflétant sur le sol poli, je me laissais croire que j'avais enfin sécurisé quelque chose que personne ne pourrait diminuer. Pendant ce temps, Daniel passait d'un emploi éphémère à un autre, toujours protégé par mes parents. Ils excusaient ses échecs comme une « recherche de sa voie », écrivaient des chèques lorsqu'il ne pouvait payer son loyer, et se vantaient de son potentiel comme si c'était un exploit. Il avait des filets de sécurité à chaque étape, tandis que moi, je faisais face aux falaises. Le contraste était trop marqué pour être ignoré, même si j'essayais. Parce que tôt ou tard, je comprendrais à quel point mon succès était devenu une cible. Daniel rencontra Heather lors d'un rassemblement d'amis, et dès la première rencontre, je compris qu'elle était douce d'une manière dont mon frère avait besoin. Elle était enseignante en maternelle, avec une patience infinie, du genre à sourire malgré les interruptions et à écouter sans se précipiter pour parler. 8 mois plus tard, lorsqu'ils annoncèrent leur fiançailles, mes parents réagirent comme si la royauté avait béni notre famille. Ils n'avaient pas beaucoup d'économies, mais cela ne les empêcha pas de promettre de couvrir entièrement le mariage. L'ironie ne m'échappa pas lorsque j'avais demandé de l'aide pour mes frais de scolarité, il n'y avait jamais assez. Pour Daniel, cependant, ils étaient prêts à puiser dans leur fonds de retraite, qualifiant cela d'investissement dans l'avenir de la famille. Je voulais rester soutenante malgré la vieille blessure. Lorsque je proposai d'organiser un dîner de fiançailles dans mon Penthouse, Heather sembla sincèrement reconnaissante. Elle admirait la vue, posait des questions réfléchies sur mon travail, et me remercia plus d'une fois. Pendant une courte soirée, je me laissai croire que ce jalon pourrait peut-être nous rapprocher. Puis vint le changement subtil. Marion erra dans mon appartement comme si elle menait une inspection, passant sa main sur les plans de travail et s'arrêtant devant les œuvres d'art. Tout est très moderne, remarqua-t-elle, son ton tranché par la désapprobation. Gérald, jamais subtil, demanda directement quel était le montant de l'hypothèque, si je pensais judicieux de bloquer autant d'argent en un seul endroit. Ces mots étaient présentés comme de la curiosité, mais le tranchant était suffisant pour couper. Le dîner continua avec rire et toast, mais sous cette façade se dessinait un courant que je ne pouvais ignorer. Mon appartement n'était pas admiré. Il était mesuré, évalué, et critiqué en silence. Je remarquai la manière dont mes parents échangèrent des regards lorsqu'Heather complimenta la terrasse, et je ressentis un changement en moi. Ce que j'avais construit, ce pourquoi j'avais lutté, n'était plus seulement mon accomplissement. C'était devenu quelque chose qu'ils convoitaient. Je mis cela de côté cette nuit-là, me disant que j'imaginais des ombres là où il n'y en avait pas. Mais ces ombres ne firent que s'assombrir au fil des semaines suivantes. Les semaines précédant le mariage se confondaient entre courses et obligations. Je récupérais le smoking de Daniel lorsqu'il l'oubliait chez le tailleur, remplissais des enveloppes avec des invitations de dernière minute, et coordonnais même le fleuriste lorsque la livraison initiale prenait du retard. Heather fut gracieuse à chaque étape, s'excusant pour le chaos et me remerciant d'intervenir. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. En vérité, je voulais alléger son stress, même si cela signifiait porter plus que ma part. Lors du dîner de répétition, je levai un verre pour porter un toast au couple. Mes mots venaient facilement, un espoir que la patience de Heather adoucisse l'entêtement de Daniel, et qu'ensemble ils construisent quelque chose de solide. Les invités applaudirent, Heather eut les larmes aux yeux, et pendant un bref instant, je me sentis incluse, comme si toutes les anciennes blessures se refermaient enfin. Mais ensuite commencèrent les murmures. De petits commentaires flottants, à portée d'oreille. Une tante se pencha vers un autre membre de la famille et murmura « Ce Penthouse à elle serait parfait pour eux ». Une cousine sourit en me passant près du buffet, chuchotant « Daniel a de la chance ». Au début, je balayais cela d'un revers de main comme des spéculations oisives qui emplissent les réunions de famille. Mais le cœur se fit plus fort, plus pointu.
J'entendis mon oncle dire, elle ne peut pas avoir besoin de tout cet espace pour elle seule. Un autre ajouta, la générosité est familiale. Elle fera ce qu'il faut. Le tournant survint lorsque ma cousine Sophia me tira de côté dans le couloir, l'expression sérieuse. Céline, tu dois savoir quelque chose. Tes parents disent aux gens que tu donnes le pantouse à Daniel comme cadeau de mariage. Ils le répètent depuis des semaines. Je la regardai, stupéfaite. C'est absurde. Je n'ai jamais dit ça. Je sais, murmura-t-elle rapidement, mais ils l'ont dit à tant de gens. C'est presque devenu une vérité. Fais attention demain. Son avertissement s'installa en moi comme une pierre. Je sentis mon visage chauffer à la fois de colère et d'incrédulité. Comment pouvait-il transformer mon succès en quelque chose que je devais céder? Comme si toutes ces années de sacrifice ne signifiaient rien. Pourtant, je souris lorsque je retournai à table, déterminée à ne pas le montrer. Pour Heather, pour le jour dont elle avait rêvé, j'étouffai mon malaise et me concentrai sur la célébration. Je me disais que les murmures n'étaient que des paroles. Mais sous les rires et le tintement des verres, je savais que quelque chose se préparait, attendant de se briser. La salle de réception scintillait de lumière suspendue au plafond, créant une atmosphère destinée à rendre tout enchanteur. Je m'assis à la longue table d'honneur, souriant pour les photos, trinquant lorsque c'était demandé, essayant d'ignorer la façon dont mes parents scrutaient constamment la foule comme pour s'assurer que tout le monde regardait. Les assiettes furent débarrassées, le vin rempli à nouveau, et alors mon père se leva de sa chaise, tapant son couteau contre le bord de sa flûte de champagne. La salle se tut presque immédiatement. Gérald Callaway avait toujours eu une présence qui imposait l'attention, et ce soir-là ne faisait pas exception. Il commença son discours par des histoires sur l'enfance de Daniel, comment il avait toujours été le garçon au cœur le plus grand, celui qui restait proche de sa famille, qui apportait le rire dans la maison. Les invités riaient et Daniel rayonnait à côté des heures. Je voulais croire un instant que ce n'était que la joie d'un père débordante, mais son ton changea d'abord subtilement, puis délibérément. Et certaines personnes, dit-il, marquant une pause pour laisser le silence s'étendre, sont bénies avec des capacités naturelles, un succès qui semble venir facilement. Elles accumulent richesse, possession, accomplissement. Ses yeux balayèrent la salle mais se posèrent sur moi. D'autres, comme Daniel, sont bénis d'une manière différente avec générosité, loyauté, et un amour pour la famille par-dessus tout. Une onde de malaise traversa la foule. Je la ressentis aussi sûrement que la chaleur montant à mes joues. Il leva son verre plus haut. Et la famille est ce qui compte vraiment. Alors que Daniel et Heather commencent leur vie ensemble, je sais que ceux d'entre nous qui ont été chanceux se manifesteront pour s'assurer qu'ils aient un bon départ dans un foyer digne. L'implication était indéniable. Les têtes se tournèrent, les regards se fixèrent sur moi, certains curieux, d'autres pleins de pitié. Mon estomac se noua sous le poids de 200 yeux braqués sur moi. Le toast de mon père n'était pas une célébration. C'était un piège public. Je forçai un sourire, levai mon propre verre et le heurtai contre celui de Heather, bien que ma main tremblât légèrement. Aucun mot ne sortit de ma bouche. Le silence était le seul bouclier qui me restait à ce moment-là. Mais à l'intérieur, les murs se rapprochaient, et je sentais la confrontation tourner autour de moi, désormais inévitable, impossible à ignorer. La musique de la piste de danse battait faiblement tandis que mes parents m'escortaient dans une petite pièce adjacente, un espace destiné aux mariés pour voler quelques moments de calme. Ma mère ferma la porte derrière nous, laissant les rires et le tintement des verres étouffés au-delà des murs. L'air à l'intérieur était lourd, chargé de quelque chose que je sentais monter depuis des semaines. « Tu as eu ton moment », commença mon père, la mâchoire serrée, la voix tranchante d'autorité. « Maintenant, il est temps de penser à l'avenir de ton frère. » Je croisai les bras pour me stabiliser. « Que voulez-vous dire exactement par là ?» Marion s'avança, les yeux plissés comme si j'étais à nouveau une enfant désobéissante. Daniel et Heather ne peuvent pas commencer leur vie dans ce petit appartement. Tu as plus d'espace que tu n'en auras jamais besoin. 3 chambres, une terrasse. Tu es seule, Céline. Ne penses-tu pas qu'il est temps de partager ce que tu as? Je laissai échapper un court rire, plus de l'incrédulité que de l'humour. Partager? Vous parlez de ma maison, celle pour laquelle j'ai travaillé, celle pour laquelle j'ai sacrifié des années pour pouvoir l'acheter. Tu n'aurais rien si ce n'était pas grâce à nous, rétorqua-t-elle. Nous t'avons élevé, nous t'avons donné la vie, mis un toit au-dessus de ta tête. Maintenant, c'est ton tour de rendre. Quelque chose à l'intérieur de moi se fissura. Vous n'avez pas payé mes études. Vous n'êtes pas venu à mes compétitions. Vous avez tout gardé pour l'avenir de Daniel pendant que je me battais pour le mien.
Ne restez pas là à faire semblant que je vous dois le toit au-dessus de ma tête alors que je l'ai construit sans vous. Le visage de mon père se durcit. Il s'avança, la voix basse mais dangereuse. Ce n'est pas une demande, Céline. Cède le pantouse à Daniel, ou tu n'es pas ma fille. Les mots tombèrent comme une lame, et je sus que le choix était enfin arrivé aussi brutal et définitif que la gifle qui m'attendait. Les cris s'étaient propagés plus loin que je ne l'avais réalisé. Lorsque la voix de mon père dépassa la mienne, des ombres remplirent l'embrasure de la porte. Des proches restaient hésitants, la curiosité les attirant. Puis Gérald se tourna, son expression se tordant en quelque chose de presque théâtral. « Ta sœur te donne son pantouse », annonça-t-il, projetant sa voix vers le hall où les invités commençaient à se rassembler. Un murmure parcourut la foule, les yeux passant de Daniel à Heather, puis à moi. Mon frère avait l'air confus, sa nouvelle épouse pâle de stupeur. Je fis un pas en avant, stabilisant ma voix. « Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. » Des souffles coupés brisèrent le silence, des inspirations nettes comme des craquements de verre. Le visage de mon père s'assombrit, et à ce moment-là, il semblait moins un parent qu'un homme acculé, désespéré de maintenir une autorité qui lui échappait. « Arrête de nous embarrasser, siffla-t-il. Tu feras ce qu'on te dit. » Je ne le ferai pas, répondis-je, chaque mot délibéré. Le pantouse est à moi. Ce n'est pas un cadeau de mariage. Ça ne l'a jamais été. La pièce se resserra autour de nous, les chuchotements gonflant comme une marée. Je sentis le poids de chaque regard, la piqûre du jugement, mais je restai immobile. Pour une fois, je ne me rétrécissais pas sous leurs attentes. Puis, dans un instant violent, la dispute se termina. Sa main s'abattit sur ma joue avec un claquement qui résonna plus fort que la musique dehors. Ma tête se retourna, la brûlure se transformant en chaleur pulsant sous ma peau. Le silence qui suivit était suffocant. La main d'Heather vola à sa bouche. Daniel ne bougea pas, figé, son silence plus fort que toute défense qu'il aurait pu offrir. Ma mère détourna le regard comme si la distance pouvait effacer ce qui venait de se passer. Je me redressai, ignorant la brûlure sur mon visage, et croisai le regard de l'homme qui m'avait frappé. Ma voix tomba en un murmure calme mais définitif. « Vous venez de me perdre. » Sans un mot de plus, je traversai le cercle d'invités stupéfaits, chaque pas délibéré, laissant derrière moi la musique, les lumières et la famille qui m'avaient enfin montré exactement ce que je représentais pour eux. Lorsque j'atteignis mon pantouse, l'adrénaline était retombée, ne laissant qu'une douleur creuse. Je fermai la porte derrière moi et glissai sur le sol, pressant mes paumes contre le carrelage froid tandis que les sanglots me secouaient. Ma joue pulsait, une marque rouge fonçant déjà en ce que je savais devenir un bleu. Lorsque je pris enfin mon téléphone, l'écran brillait de coups de fil et de messages manqués. Certains venaient de cousins et d'amis, des voix d'indignation et de réconfort. « Ce que ton père a fait était mal. Nous sommes là si tu as besoin de quoi que ce soit. » D'autres portaient le blâme comme du fil barbelé. « Tu as ruiné le mariage de ton frère. Excuse-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Les textos de Daniel furent les plus douloureux. Il ne demandait pas si j'étais blessé. Ne questionnait pas ce que notre père avait fait. Au lieu de cela, tu as fait une scène. Heather pleure. Tu as tout gâché. Les messages vocaux de mes parents me peignaient en tant qu'agresseur, tordant la réalité en un récit où j'avais provoqué, embarrassé, trahi. Le lendemain matin, Heather arriva sans prévenir. Elle se tenait dans l'embrasure, pâle, les yeux écarquillés en voyant le bleu. Céline, je ne savais pas que c'était si grave. Je la fis entrer, bien que je gardasse une certaine distance. Elle hésita avant de parler. Ils nous ont dit il y a des semaines que tu avais promis le pantouse, que ce n'était qu'une question de temps avant que tu l'annonces. Je les ai crus. Je pensais que tu étais généreuse. Sa voix se brisa. Je suis désolée. Je l'observai, cherchant le moindre signe de complicité, mais je ne vis que de la honte. Merci de me l'avoir dit, dis-je enfin. Mais les croire a failli me coûter tout. Je ne peux pas continuer à faire semblant que cette famille n'est pas ce qu'elle est. Heather hocha la tête, incapable de me regarder. Lorsqu'elle partit, je sentis le calme s'installer différemment, plus seulement le deuil, mais le début d'une ligne que je ne laisserai jamais franchir à nouveau. Le bleu sur ma joue disparut, mais je m'assurai de le documenter. Photos, dates, notes, preuves de ce qui avait été fait. Margaret m'incita à suivre une thérapie, et pour une fois je ne contestais pas. Semaine après semaine, j'appris à nommer les années de négligence pour ce qu'elles étaient et à comprendre que survivre n'était pas de l'égoïsme. Mon cercle se resserra. Des amis comme Margaret et Allison vinrent avec des repas,
des rires, et des cadeaux qui ressemblaient plus à une famille que tout ce que j'avais connu chez moi. Puis vint la lettre froide, formelle, tapée sur le papier à en-tête professionnelle de mon père. Cède le Pantouse à Daniel ou tu ne seras plus notre fille. Aucune excuse, aucune reconnaissance de la violence, seulement une transaction déguisée en héritage. Je la rangeai sans répondre. Leur silence après fut plus bruyant que leurs mots. Les mois passèrent. Le travail prospéra. Mon nom circula pour un partenariat, et j'utilisai mon premier vrai bonus pour redécorer le Pantouse, pas pour les apparences, mais pour moi. Je le remplis de couleurs audacieuses, de fauteuils confortables, et de murs qui reflétaient enfin mes goûts, pas les leurs. Il devint un sanctuaire, pas un champ de bataille. Lorsque je rencontrai Daniel dans un café, il semblait plus petit, les yeux fatigués. Il murmura que les choses à la maison n'étaient plus les mêmes, que Heather remettait en question l'emprise de leurs parents sur lui. Pendant un instant, je ressentis l'envie de tendre la main, mais je me rappelai le bleu, les murmures, le silence. « Si tu veux une relation, elle doit être sans qu'il la contrôle, dis-je. Le sang peut lier, mais j'avais enfin appris que seul le respect fait une famille.